moi c'est Alexis et vous écoutez le 18e épisode du podcast de Contournement sur le no-code. On y reçoit Thibaut Marty, le CEO fondateur d'AutoTools, une plateforme en ligne de formation aux outils no-code qui s'accompagne également d'une agence. On revient sur son parcours et on échange longuement sur sa vision de l'entrepreneuriat et du no-code. Alors j'épilogue pas plus et je lance tout de suite la conversation. Salut Thibaut, bienvenue sur le podcast de Contournement. Salut Alex. Ça faisait un moment qu'on parlait de se parler vraiment en live ensemble, d'enregistrer un épisode ensemble. Donc voilà, c'est fait, on y est. On va avoir plein de choses à se dire. Alors toi, tu es le cofondateur et CEO de AutoTools, qui est une plateforme de formation en ligne aux outils no-code. Donc la première en France, à ma connaissance. Je sais pas, tu pourras nous confirmer ça. Et ensemble, on va discuter no-code, évidemment. On va voir un peu tes outils préférés, ta vision, puis un peu tout ce que tu essayes de partager à travers d'Auto. Et puis on va parler de formation et de pédagogie, puisque c'est quelque chose qui nous intéresse, je pense, pas mal tous les deux. Tout à fait. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux questions. Comment ça va ? Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi ça va bien. On va dire que le confinement c'est difficile avec un nouveau-né. Donc voilà, j'ai hâte que le confinement se finisse parce qu'on n'a pas beaucoup d'aide, c'est compliqué, on dort peu. Et j'ai hâte de voir de pouvoir sortir enfin en terrasse. Bon après, dans l'ensemble, ça va quand même bien. On va dire que le confinement, je trouvais ça rigolo au début. Et là, ça commence à être long. Et j'ai déjà oublié la deuxième question, c'était quoi ? La deuxième question, c'était tout simplement, est-ce que tu peux te présenter ? Ah ouais, ok, pardon. Alors, je m'appelle Thibaut Marty, donc je suis effectivement, comme a dit Alex, le CEO et le cofondateur d'AutoTools. Alors, à la base, en fait, on va dire, j'étais un peu un serial entrepreneur. Je suis ingénieur en informatique, mais j'ai loupé les cours de code, donc ça c'est marrant parce que j'ai bossé avec des développeurs, je comprends bien, on va dire, l'univers et le langage, c'est vraiment un monde qui me plaît, mais je sais pas pourquoi, j'ai séché les cours d'informatique et le truc c'est que ça me plaisait pas du tout, donc moi je me suis beaucoup plus concentré sur le côté chef de projet média, c'est-à-dire vidéo, production numérique, donc ça inclut toute la suite Adobe, etc. Et en fait, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises, notamment des agences web, et c'est là où j'ai dû faire du WordPress et donc de redécouvrir la stack développement à travers du développement, on va dire un peu minime, à savoir du WordPress. Et en évoluant comme ça, j'ai eu le rêve que chacun a à un moment, créer sa startup, et de fil en aiguille, je me suis planté pas mal de fois. Et finalement, au bout de 6 ans, j'ai fini par créer Auto, qui était en fait une réponse à pas mal de choses que j'ai fait à la base. Donc voilà, pour te dire un peu qui je suis, on va dire je suis un faux développeur et je me suis spécialisé en no-code grâce à Auto, et mon but c'est d'apprendre le maximum de no-code aux personnes, peu importe leur niveau. Alors c'est une bonne présentation, ça répond un peu à une question que je pose souvent, c'est est-ce que tu as un background technique ? Donc tu as un background technique, oui mais non, un peu, j'ai l'impression que tu réponds. Ouais, en fait, si tu préfères, je vais prendre un peu le parti de... En fait, si tu préfères, je viens du Startup Weekend, notamment, j'ai fait un Startup Weekend quand j'étais... c'était un des premiers trucs, je pense, qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, c'était fin 2014, j'ai fait un Startup Weekend qui m'a lancé dans le monde et qui m'a fait vraiment quitter mon boulot, tout ça. Et le truc le plus drôle, c'est que Startup Weekend, je sais pas si tu vois comment ça se passe, t'as 3 catégories de personnes. T'as les développeurs qui représentent à peu près 10% du public, t'as les designers qui représentent à peu près 20% du public, et t'as tous les autres. D'accord ? Donc tous les autres, c'est toutes les personnes qui ne font pas soit de design, soit de code. C'est énorme. Et en fait, si tu préfères, le truc très drôle... C'est souvent les gens qui ont les idées, par contre. En fait, ouais, alors le truc c'est que, on va dire qu'un mec qui a pas de développeur, pour développer son idée, ça va être compliqué, alors qu'un développeur qui a des idées, enfin, un développeur qui a de quoi, on va dire, développer, trouver une idée, c'est moins compliqué. C'est pas forcément la chose la plus facile, mais c'est beaucoup moins compliqué, le chemin est beaucoup moins long. Et ce qui est drôle, c'est que nous, on n'a pas gagné la startup, enfin, on a gagné la startup week-end, mais on n'avait pas de développeur, à part le développeur qui était avec nous dans notre équipe. Et le plus drôle, c'était que quand on a proposé notre projet à quelqu'un, il nous a dit: ah non, franchement, moi, j'ai pas envie de développer ça. Et on s'est dit, mais en fait, toute personne qui lance une startup, qui lance un projet, si t'as pas de développeur, tu fais quoi ?
Donc vraiment, le truc, c'est que c'est là où je me suis aperçu de la complexité d'avoir loupé les cours de code. Et c'est là que toute personne dans le marketing doit se dire à un moment, toute personne qui a dû toucher un jour à Zapier d'ailleurs, a dû se dire, putain, si seulement j'avais su faire du développement, c'est quoi, ma vie aurait vraiment, vraiment changé. Ouais, non, je vois très bien parce que c'est vraiment le sujet qu'on essaie tous les deux d'aborder avec nos projets. C'est vraiment donner la possibilité aux gens qui ont des idées de plus avoir à se poser la question de est-ce que je connais un développeur, est-ce que j'ai les moyens de payer un développeur, et vraiment de s'émanciper de ces contraintes techniques. C'est ça, et surtout de se dire genre c'est pas parce que y a pas de voie royale. Tu sais, il y a pas le côté bac S, ES ou L, il y a pas vraiment ce truc où c'est cloisonné, et de se dire ok, si j'ai envie de créer un produit, je peux apprendre de manière simple et commencer quelque part. Ouais, tout à fait. Alors avant qu'on parle vraiment d'auto, il me semble que t'as fait aussi un peu, t'as pas mal aussi bossé dans tout ce qui est gros hacking, etc. Ouais. Est-ce que c'est là aussi peut-être que justement t'as pratiqué un peu déjà des premières automatisations, des choses comme ça ou... Ouais, tout à fait. En fait, c'est comme ça que je suis arrivé au no-code. Honnêtement, au tout début, Auto n'était pas du tout une plateforme de no-code, c'était une plateforme de marketing. Et en fait, avec Nicolas, on a bossé sur un sujet. Alors moi, à la base, je donnais pas mal de cours. Et en fait, je travaillais beaucoup sur l'acquisition, notamment donc gros hacking, l'acquisition client à travers, pour ceux qui connaissent le funnel 2A3R, je le prononce pas parce que c'est impossible à prononcer correctement en anglais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on passe une étape, le principe, c'est que tu poses un site avec une landing page, avec un formulaire, etc. Et le principe, c'est plus tu automatises des actions, plus ça va te permettre, on va dire, d'optimiser ton funnel. C'est-à-dire que, par exemple, le mec, il se contacte, il rentre son formulaire, à partir de son mail, tu peux récupérer ses informations LinkedIn et tu peux lui envoyer un email très personnalisé pour potentiellement le faire acheter. Et ça, on va dire, quand tu découvres ce milieu-là, l'aspect technique, il est extrêmement manquant, et la première chose qu'on va te poser devant les yeux et qui va changer ta vie, c'est Zapier. Et à ce moment-là, une fois que tu connais Zapier, c'est là où je pense que tu vas tenter des choses, tu vas être limité. Alors, ce qui est bien, c'est que Zapier, c'est un peu la beauté de ces outils-là, c'est easy to use, hard to master. C'est que tu commences, tu dis putain, c'est cool, et en fait, tu vas dire que tu es vraiment limité au bout d'un moment, et en fait, tu vas ruser et tu vas contourner l'outil en lui-même pour trouver des façons d'aller plus loin. Et du coup, tu commences à enchaîner les apps entre eux. Et en fait, si tu préfères, c'est comme ça qu'on a commencé à poser cette plateforme. C'est en se disant, il faut que les gens qui ont des galères sur Zapier avec différents outils, on leur dise comment faire. Et en fait, on faisait du web marketing avec un petit peu de théorie, beaucoup de pratique à travers des automatisations toutes bêtes, genre on crée un site web avec un formulaire qui est récupéré sur une Google Sheet. De la Google Sheet, ça envoie des textos, par exemple, c'est tout bête. Et ben justement, nous, on faisait ce côté formation. Et le but, c'était vraiment être à l'opposé de la théorie qu'on a en marketing, puisqu'il faut savoir que tu as beaucoup, beaucoup de théories en marketing, web marketing, voilà. Et d'être beaucoup plus du côté gros hacking, ou on appelle ça aussi creative marketing, c'est un petit peu contourner les genres. Et ça nous intéressait beaucoup. C'est pour ça je suis devenu major gros hacking France sur le côté la région sud, etc. Je me suis vraiment spécialisé sur ce côté-là parce que j'aimais beaucoup, beaucoup cet intérêt. Sauf que au bout d'un moment, j'en ai vraiment ressenti la limite. Et c'est là où justement, en lançant la plateforme, en la faisant avancer, on s'est aperçu que c'était pas vraiment ce qu'on faisait, c'était plus du web marketing en fait. On était en train de basculer sur le côté gros hacking, mais gros hacking plus. Quand tu commences à faire l'automatisation pour créer des sites plus rapidement, c'est que tu as un problème quelque part. Donc, du coup, on est passé du côté forcément de plus en plus produit, et au bout d'un moment, en fait, le terme no-code a été posé. Je crois que c'est là où MakerPad, qui est vraiment la première plateforme au monde, c'est là, je crois, que j'ai vu leur Product Hunt se lancer avec la toute première version, le tout premier design qui était immonde, je trouvais. Et alors non, c'était pas très joli, il faut le dire. Ouais, voilà. C'est vrai, ça s'est amélioré après. Ah, oui, non, mais les premiers trucs, quand même, c'était un peu rude. Et c'est là où j'avais testé aussi. Et je me suis dit, putain, les mecs, c'est super fort. Mais je pense qu'aussi, eux aussi, dans le démarrage, ils avaient un truc qui était dans démarrage côté startup. Et sauf qu'ils allaient beaucoup plus dans le côté pratique. Et du coup, nous, c'est quelque chose qu'on faisait évidemment, parce que tout autour du côté startup, t'as le côté site web, t'as le côté création vraiment rapide, et t'es bloqué au prototype. Et ben justement, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on allait beaucoup plus de ce côté-là. Et quand il a posé le terme no-code, là, ça nous a paru comme une évidence, quoi. C'est ça qu'on veut faire. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, quand tu parles à une startup, quand tu parles à une PME qui te dit je veux faire du marketing automation, etc., le vrai besoin derrière, c'est pas ça. Le vrai besoin derrière, c'est elle te dit voilà, je veux créer un système qui me permette soit de faire plus de clients, mais au détriment de j'ai pas de développeurs. Et très souvent, le gros hacking, ça apparaît
Alors je dis pas tout le temps, hein, parce que les grosses boîtes ont vraiment des steps de gros hacking vraiment suffisantes, mais très souvent c'est un moyen d'acquérir plus de clients sur un WordPress où il n'y a pas de product market fit, tu vois. Il manque un truc qui permet d'acquérir le truc, et en fait le gros hacking était vu comme l'acquisition de clients du pauvre, c'est-à-dire vraiment pas cher. Ouais. Et donc très souvent on n'a pas de développeurs, donc on va aller de ce côté-là, quoi. Et moi, j'ai l'impression que, du coup, en dehors, en plus, on va dire plutôt de tout ce côté gros hacking, web marketing, etc., t'as une vraie vision produit, un vrai intérêt pour le produit, finalement. Et pas juste d'attirer les gens à utiliser un service, mais aussi de créer ce produit. Enfin, je sais que t'es aussi très porté sur toute la démarche Lean Startup, MVP, ouais. Tout ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi, justement, vous avez pivoté un peu, vraiment de juste du gros hacking à vraiment, déjà, créer, aider les gens à créer les produits, qui veulent grosse marketer, quoi, gros hacker ou marketer, quoi. Ouais, en fait, il faut savoir qu'on a dans l'histoire que je t'ai rapidement donnée, Otto est ma 4e boîte, ma 3e boîte qui est toujours en activité, on va dire, c'est une boîte d'événementiel. C'est la Spartan Week. Et en fait, c'est vraiment sur le principe, donc on va dire, le gros hacking, c'était la dernière chose qu'on a mis en place, c'est ça qui m'a amené au no-code. Juste avant, on avait un événement qui était la Spartan Week, qui était un peu pour moi, allez, on va pas se mentir, le marché de l'événementiel, c'est pas un marché qui, pour moi, on va dire, à part si tu fais du gros volume, était rentable. C'était vraiment, pour moi, le type d'événement que j'ai adoré pendant le Startup Weekend, mais qui me manquait dans le sens où il n'y avait pas assez de pratique. Et j'ai lancé la Spartan Week où on faisait pendant une semaine, une création de site web, une création de prototype, toute la théorie Lean Startup, toute la théorie, on va dire, création UX, enfin, toutes les bases. Et à la fin, tu sortais de là, tu avais la théorie, t'avais ton site, t'avais ton prototype, t'avais juste à acquérir des données parce que t'avais les analytics branchés et du coup, t'avais plus de soucis pour démarrer quelque chose. Et en fait, c'est ce truc-là. Après, tu vois, une fois que t'as tout ça, tu vas dans le gros hacking. Et c'est pour ça qu'on avait continué avec cette partie automatisation. Mais une fois qu'on avait tout ça, c'était top parce que du coup, les gens prenaient en main le côté produit, comme tu dis, et surtout que, en fait, la plupart des gens, et j'en ai vu beaucoup, pour te dire, j'ai vraiment coaché je pense que je dois être à 150 startups, et j'en ai toujours aujourd'hui des startups qui sont debout, donc ça, c'est vraiment une chance, allez, on va dire, sur 3 ans par rapport à ça. Ce qui se passe à chaque fois, c'est que quand la personne n'est pas technique, il y a un écueil énorme qui est fait, c'est de dire que le produit que j'ai dans ma tête, c'est le produit qui sera posé. Les gens imaginent et idéalisent énormément à la fois le produit, à la fois le succès qu'il va avoir, sans se soucier des vraies problématiques du client. Et plus que ça, pas que la problématique ne fonctionne pas, parce que très souvent, on va dire, allez, t'as les dents sales, t'as besoin d'une brosse à dents, tu vois, c'est évident. Mais la vraie problématique, elle est pas là. La vraie problématique, elle est du style, est-ce que la brosse à dents que je vais te proposer, elle va te faire assez envie pour que tu l'achètes pour te brosser les dents? Les gens s'arrêtent à la problématique d'avant. C'est l'étude de marché, tu vois, c'est vraiment typiquement ça. Et aujourd'hui, quand tu travailles là-dessus et qu'il n'y a rien de concret, c'est facile d'imaginer que ça va fonctionner. Le nombre de startups, moi, quand j'ai fait mon premier BP, je déteste le BP, je te jure, c'est un enfer. Le business plan, c'est quelque chose, je l'enseigne, mais je sais, c'est un non-sens pour moi. Mais malheureusement, c'est la chose où quand tu vas voir un banquier, tu es obligé de le faire. C'est le meilleur moyen de dire, est-ce que tu es capable de mentir pour ta startup? Tu vois, c'est vraiment ça le plan. Vraiment. Et quand tu fais ça, tu t'aperçois que le BP, l'étude de marché, ça permet juste de dire qu'il y a des gens dans le monde qui ont un besoin, mais pas du tout ce que tu vas proposer à ce besoin. C'est juste de dire que la solution que tu as étudiée potentiellement rentre là-dedans. Mais c'est tout. Tu sais, ça veut rien dire. En fait, c'est le pire moyen d'induire en erreur. Sauf que tout le monde se fixe là-dessus. Et du coup, même s'il y a des théories contraires qui commencent à arriver, les financiers ne veulent pas prendre de risques là-dessus, ce que je peux comprendre. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une startup, quand elle lance un produit, elle doit plus s'inquiéter de comment le produit répond aux besoins de l'utilisateur à travers la solution qu'ils ont trouvée, plutôt que se dire, la solution que j'ai trouvée est la bonne, pourquoi, et c'est mes utilisateurs qui sont cons. Ce que j'entends aussi beaucoup. Non mais vraiment, ce que j'entends vraiment, genre mon truc il a pas marché, pourquoi? Parce que je pense que j'étais trop en avance sur le marché. J'entends, tu vois. Les gens n'ont pas compris. Voilà, c'est les artistes incompris de l'entrepreneuriat, quoi. Mais j'entends qu'il y a un go-to-market, tu vois, il y a vraiment un temps pour le faire. Mais j'entends surtout que, enfin, là avec le Covid, tu vois, c'était clairement ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la solution, tout le monde la connaît cette solution. Tu as besoin d'entrer entre les voisins, tu as besoin de trouver, de dire tes symptômes et de prendre un rendez-vous à l'hôpital, tu as besoin d'avoir un suivi de tes patients. Les solutions, elles sont claires, tu vois. Par contre, les mecs, ils ont proposé des produits, ils les ont proposés à 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Les mecs, ils ont réagi, ils ont eu du feedback, ils ont fait évoluer le produit. Aujourd'hui, le truc est canon.
bah, c'est ça du vrai lean startup, tu vois. Bah, c'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est l'exécution et donc la bonne application d'une lean startup qui va compter plus que l'idée, quoi. Donc, comme tu dis, les idées, en général, il y a peu de gens qui ont des idées vraiment uniques, vraiment originales. Par contre, ceux qui font la différence, c'est ceux qui ont la bonne idée au bon moment, certes, mais surtout qui vont être capables de bien l'exécuter. Et souvent, je pense que tous les deux on sera d'accord là-dessus, bien l'exécuter, ça veut dire bien suivre la méthodologie d'une startup et bien écouter les utilisateurs, quoi, et bien accrocher ses utilisateurs, écouter leur feedback, itérer sur la solution pour leur donner de la valeur tout le temps. C'est ça. C'est ça, et aussi, c'est pareil, c'est en gros, prendre du feedback et donner du feedback, c'est aussi avoir l'astuce de l'honnêteté. C'est-à-dire, je l'ai fait, je sais, donc j'ai lancé une première startup où je me suis foiré complètement, et je sais que les chiffres, on peut voir ce qu'on veut dans les chiffres. S'il y a une chose à retenir, c'est que l'usage du produit et le fait que tu aies des clients ou que tu pas de clients, c'est juste ça la vraie métrique. Tu as des clients qui payent ou t'en as pas, ça te donne toutes les informations du monde. C'est pas vraiment c'est sûr. Et pourtant, c'est très... Enfin, l'étude de marché, c'est la première chose, le nombre de personnes qui vont te dire sur 100 personnes, à partir d'un questionnaire, combien sont prêtes à acheter mon produit, 90%, combien on a payé réellement, à 10%. Voilà, c'est clairement cette stat-là qu'il faut retenir aussi, quoi. Sachant que les gens, souvent, ils font pas de toute façon de vraies études de marché, ils posent des questions autour d'eux, sans se dire que bon, si je pose des questions à mes amis, bah, ils vont tous être super enthousiastes, ils vont toujours me dire que c'est super, mais ça va pas vraiment refléter après le passage à l'action. Est-ce qu'ils vont vraiment acheter mon service? Est-ce que des gens qui ne me connaissent pas vont vraiment acheter mon service? Ça, souvent, ça fait des surprises, quoi. Bah ouais, mais c'est surtout qu'en fait, faire des études de marché, c'est un vrai métier, quoi. C'est un métier à part. C'est pas un métier où tu t'improvises. Enfin, ça qui est beau, c'est qu'on t'a dit, oui, aujourd'hui, en 1 heure de cours, en 2 heures de cours, tu peux savoir faire une étude de marché, mais faire des stats, c'est pas ça. C'est pas un typeform sur un site, c'est une étude de marché. L'étude de marché, c'est complexe. Ouais. C'est des trucs que tu apprends en école de commerce, c'est des trucs qui sont très longs. J'avais appris ça en DUT, à faire une étude de marché. C'est un questionnaire qui était fait sous Sphinx avec des tableaux croisés, vraiment des données dynamiques les plus pures possibles, on va dire, parce qu'elles sont imaginées de manière neutre et non comme on entend aujourd'hui. Est-ce que vous souhaiteriez acheter le produit? Oui, non. Enfin, on est bien loin de ça. Donc, avoir une étude de marché de par ce biais, c'est déjà biaisé. Dès que tu commences comme ça, c'est déjà biaisé, en fait. C'est totalement biaisé. Ouais, mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a aussi d'autres manières de faire qui nécessitent pas forcément d'études de marché, mais voilà, plus. Qui nécessitent pas d'argent, en fait. C'est ça, l'étude de marché. Personne ne ferait d'étude de marché s'il y avait pas d'argent à la clé. On va dire ça honnêtement. Donc, je pense que le même délire, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, si t'as pas besoin d'argent, que tu peux lancer ton produit, c'est que justement il y a plus d'excuses. Et ça aussi c'est quelque chose qui fait mal aux gens parfois, attention, pas tout le temps, c'est que priver les gens d'excuses, voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu avec notamment au niveau, enfin, quand on a fait la conférence là avec Noam Say, c'était de se dire, en fait, quand tu proposes à quelqu'un d'utiliser un Glide ou un Adalo ou un Bubble, Bubble, je peux comprendre que c'est un peu plus compliqué, mais le fait que la personne puisse se débrouiller par elle-même, c'est hyper flippant. Ça veut dire qu'elle doit assumer son échec. Ça, c'est chaud. C'est vrai, tout le monde n'est pas prêt à ça, mais ça s'apprend aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus simple de rêver d'être entrepreneur que d'être entrepreneur réellement. Entrepreneur, en réalité, je pense pas que ce soit la vérité du marché. Toi, ça fait, toi, chez Contournement, ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Juste full dessus? Ça fait un peu moins d'1 an. Ça fait depuis l'été dernier. Donc, c'est pas toi, t'as déjà monté une boîte avant ou t'étais à Simplon? Ouais, à Simplon et puis et avant ça aussi. Donc t'as un projet qui n'a pas vraiment marché. Donc t'as bien connu les hauts et les bas, t'as bien connu les fois où, en fait, quand tout va bien, c'est super, mais il faut savoir que pour arriver à tout va bien, c'est 3 downs que tu t'es tapé juste avant, 3 downs que tu vas taper sûrement juste après, c'est très variable, et en fait les gens ne voient que la réussite derrière, sauf que t'as 90% d'échecs, et finalement ce qui ressort, c'est juste uniquement les beaux moments. Donc être entrepreneur, moi ça fait 6 ans, je suis passé par des stades où j'ai été au RSA, j'ai été au chômage et j'ai plus mon chômage, j'ai été au RSA. En fait, j'aime bien je pense qu'il faut dire cette vérité-là aussi, c'est qu'entreprendre, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut se lancer, mais pas tout le monde pourra survivre en tant qu'entrepreneur, parce que au niveau du mindset, on parle de résilience, mais c'est plus que ça. C'est être dans la dèche. On va pas se mentir, c'est être dans la dèche, accepter d'être dans la dèche, accepter que ses parents ne comprennent pas ce qu'on fait, qu'ils pensent que justement on devrait arrêter d'abuser du chômage ou du RSA parce que justement tu fais rien de ta vie, et les gens pensent que à tort, mais que tu t'amuses, en fait, que tu ne fais rien.
alors qu'en général, tu bosses 3-4 fois plus que les autres. Et surtout, c'est être un peu solitaire dans cette démarche-là. Et je comprends pourquoi les gens ont envie de se rassembler en tant qu'entrepreneur, mais en fait, entrepreneur, c'est être seul dans un truc que tu cherches à montrer et à prouver au monde. Et bien souvent, il n'y a que toi qui crois, quoi. Ouais, sauf si t'as quand même des cofondateurs. Je trouve que c'est pour ça que c'est important aussi de pas être seul. Après, tu peux être deux, mais quand même, tu te sentir seul par rapport au reste du monde, quoi. Oui, mais on va dire les solopreneurs, c'est quand même la majorité des personnes qui se lancent. De toute façon, c'est beaucoup plus simple de se lancer quand t'es seul parce que tu prends les décisions. Après, oui, les équipes bien fournies, là, c'est totalement différent. C'est d'autres problématiques qui se créent d'ailleurs. Le fait de lancer un projet à 2, à 3, voire un peu plus, après ça devient dangereux, mais c'est surtout de faire aussi avec les avis des uns et des autres. J'ai fait des projets seuls, j'ai fait des projets à 2, j'ai fait des projets à 3. C'est d'autres problématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, peu importe le nombre que t'as, tout le monde va être dans la même galère. Mais c'est de la galère. C'est juste de la galère. Et tu peux manger des pâtes pendant très longtemps et les jours de fête, c'était gruyère, quoi. Et ouais, il y a eu ça. Mais c'est ce qu'on appelle, je sais plus qui a sorti cette expression, c'est le roller coaster d'émotions, quoi. C'est les montagnes russes. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes permanentes, quoi. Oui. Et c'est vrai que on vit ça aussi dans notre projet, par exemple, et on voit beaucoup de gens qui le vivent aussi, quoi. Ah oui, je pense que de toute façon, qu'il y a tout entrepreneur qui se respecte et qui reste longtemps là-dedans, il a un pet au casque. Moi, j'ai un pet au casque, hein. Je l'assume complètement. Quand tu vois mes newsletters, de toute façon, ça se voit que j'ai un pet au casque. Mais c'est vrai qu'elles sont assez originales. Ah non, mais je suis totalement au clair avec ça. C'est en gros, ça sent que c'est assumé, c'est ça qui est. Voilà, faut juste assumer sa folie. Alors, chouchou, excuse-moi, mon enfant qui a du mal avec sa sucette. Être dans ce stade-là, être en galère et continuer la galère et pouvoir prendre des décisions où tu n'as aucun retour sur ça, voire même faire des décisions qui sont parfois peut-être dangereuses, peut-être tu lèves les deux mains et tu te lances dans le vide, c'est accepter quand même de faire un truc qui est totalement anti-logique, c'est de se dire en gros, je vais parier sur quelque chose qui a une chance sur 10 de fonctionner et je vais m'accrocher tellement longtemps que je vais finir par changer cette stat-là. Enfin, c'est un pari fou, c'est un pari, c'est même un pari un peu idiot au début, tu vois. Ouais. Donc c'est idiot jusqu'à ce que ça marche, quoi. Écoute, je te propose qu'on passe vraiment à Auto, que tu nous parles plus d'Auto, justement après un petit peu là tout ce que tu nous as partagé, comment justement avec Auto vous adressez un peu toutes ces problématiques autour de l'entrepreneuriat, du no-code, tout ça que tu viens d'évoquer. Ouais, avec plaisir. Alors, attends, j'ai un bébé qui veut s'exprimer. Ah, punaise. Alors en fait, le but d'Auto, c'était vraiment de partir sur peu importe ton niveau, tu vas apprendre à faire des applications en no-code. Tu vas apprendre à faire vraiment tout ce qu'il faut pour être autonome en no-code et pouvoir créer ta propre application, soit à travers des tutos qui vont être vraiment de la découverte et de l'apprentissage, soit à travers ce qu'on appelle des clones, c'est-à-dire vraiment on va cloner quelque chose ou on va reproduire des features d'un site qui est célèbre. Par exemple Airbnb, voilà, là on a fait la ruche qui dit oui. On va prendre une techno par rapport à ça, comme Glide, Adalo ou Bubble, qui sont les technos principalement qu'on utilise avec Webflow. Et à partir de là, on se décide à refaire exactement ce système-là, se concentrer sur une feature en particulier et pouvoir la refaire. Tout simplement pourquoi ? Parce que les gens comprennent mieux quand tu parles de la ruche qui dit oui, tu comprends mieux le système de panier, on va dire, avec zone de récupération et avec système de marketplace avec producteur. Et en fait, on utilise ça pour que les gens puissent se projeter sur qu'est-ce qu'on peut faire avec du no-code. Donc ça, c'était la première volonté d'Auto. C'est vraiment de se dire, ok, tu ne connais pas, tu as entendu parler de près ou de loin du no-code, du développement sans code, en fait, en allant sur Auto, tu vas comprendre de quoi il s'agit et surtout le principe, c'est que tu puisses aller rapidement produire quelque chose. Ça, c'est la première volonté. Juste pour détailler un petit peu, parce que donc quand tu parles de clone, c'est des vidéos. Oui, alors pardon, ouais. Vidéos, quand on dit c'est toi qui fais. C'est des séries de vidéos. Je veux que tu décrives un petit peu pour les gens justement. C'est des séries de vidéos, effectivement, donc un clone, un tutoriel, peu importe. En fait, là-bas c'est un tutoriel. Quand je dis clone, c'est vraiment, c'est-à-dire le fond, la forme, c'est une vidéo. Le sujet, ça va être de cloner une plateforme. C'est ça. Et donc en fait, on découpe nos tutoriels en plusieurs vidéos. Ça va de 2 en général à 20 vidéos selon le tutoriel. Et le principe, c'est qu'on va découper chacune de nos vidéos en fonction d'un sujet, c'est-à-dire on va créer telle ou telle page, on va faire telle fonctionnalité. Et le but, c'est que ce soit le plus didactique possible et le plus progressif. Et très souvent, alors c'est moi qui l'ai fait. Il y a aussi des freelances, il y a des freelances de l'équipe qui vont travailler, comme Johan, comme Ludovic,
comme Alex aussi qui va nous rejoindre bientôt, et donc on travaille beaucoup sur ce fond-là. Il y a aussi donc on va dire en fonction des outils, on va recruter différentes personnes, et le principe c'est vraiment que on puisse arriver à avoir on va dire peu de cuts, un contact très spontané, et que les gens voient les erreurs qu'on pourrait faire aussi dans le tuto. Ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on voit nos visages, on voit nos réactions, et des fois, dans les tutos, t'as toujours 2-3 petits tips qui apparaissent, parce que, effectivement, comment on récupère des images libre de droit, comment on vérifie l'optimisation du site au niveau de sa vitesse de chargement, tu as des trucs comme ça qui passent directement là-dedans. Et ça a été une demande, en fait, qui a été très régulièrement faite, c'est on a envie de voir vos visages, on a envie de voir quelque chose qui puisse être humain et humanisé. Donc selon les vidéos que tu vas voir l'heure aussi où je le fais, tu vas voir ma coupe de cheveux qui évolue au fur et à mesure des tutos. Il y a vraiment un timelapse en fait. Surtout en ce moment. On va pas parler de mes cheveux en ce moment. Ça va être très compliqué. Mais voilà, donc c'était vraiment la volonté de pouvoir suivre le tuto de manière amusante. Tous nos tutos sont découpés, ils vont faire moins de 20 minutes, enfin entre 20 et 30 minutes max. On essaye de respecter avec moins de 20 minutes, c'est pas tous les jours facile. Le but c'est vraiment de rester, on va dire, précis, et surtout on se concentre sur l'essentiel dans les tutos, et vraiment de donner envie. Ça c'était la première partie, on va dire, le côté formation. Ensuite, on a vraiment travaillé aussi sur les côtés outils, c'est-à-dire comment découvrir les outils, et jusqu'à faire une formation complète sous Bubble. On va faire une formation complète aussi sur Adalo. On cherche des outils comme ça qui soient vraiment en lien avec les thématiques no-code, et qui puissent être capables de délivrer quand même rapidement. On a certaines exigences par rapport aux produits no-code, on pourra peut-être en parler après. Qu'est-ce qui est du no-code, qu'est-ce qui n'en est pas, l'éternel débat. Mais le principe, c'est vraiment de pouvoir se former sur un des outils de manière complète. Et là, pour le coup, on a fait Bubble de manière complète, c'est-à-dire que tu prends la formation, t'as accès, tu ressors vraiment, t'es autonome. C'est une formation de 17 heures, t'es autonome, et le principe, c'est qu'on dit pour 17 heures de formation, là, on a fait les tests, on en a pour un mois complet, on va dire, d'apprentissage, avec des répétitions, des exercices, c'est ce qu'on vraiment, on suit les personnes, en fait, et à partir de là, finalement, on a des personnes qui sont vraiment compétentes et qui se lancent sur leur propre produit directement après la formation, et on est super fiers. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pan d'auto. Et le troisième pan, ça va être tout ce qui est autour un peu de la réunion de ces deux univers, c'est-à-dire trouver des petites vidéos de formation sur le côté, quand tu es une startup, quel outil utiliser plutôt qu'un autre. Quand tu commences sur Bubble, les petites bonnes pratiques à mettre en place. Donc tout le truc utilisable pour aller un peu plus loin par rapport à ton projet dans un contexte particulier. Donc c'est vraiment un petit peu la continuité, toujours en vidéo, toujours en ligne. Le principe, c'est vraiment de pouvoir continuer son projet un petit peu plus loin. Pareil, quand t'es une entreprise et que tu as déjà quelque chose de posé, c'est peut-être comment mettre en place des processus d'automatisation. Genre par exemple, comment utiliser Zapier quand tu fais un système de... là, récemment, on a fait un tuto automatisation, par exemple. C'était Zapier avec un Gmail, enfin un Google Doc et un Gmail. Tu vois, comment envoyer tes factures automatiquement. Là, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire quand t'as une entreprise et t'as des tâches que tu fais manuellement et qui font perdre du temps au fur et à mesure parce que t'as optimisé au tel point que même manuellement, en connaissant les touches du clavier par cœur, tu mets forcément 10 minutes. Tu dis que si j'appuie sur un bouton 1 minute, c'est fait. Voilà, là, on va aller sur ces trucs-là aussi. Donc vraiment, c'est vraiment du truc pratique. C'est comment mettre ça en place très rapidement à travers des tutos. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu quels sont les outils auxquels vous formez? Alors, premier point. Et un peu comment vous avez fait ces choix aussi, c'est ça peut-être en fait les questions sous-jacentes. Alors, premier point, déjà je vais parler des trucs les plus basiques jusqu'aux plus complexes. Tu sais donc du coup par quoi je vais finir, forcément. Peut-être par quoi tu vas commencer. Non, je vais te surprendre parce qu'on va partir du côté site web quand même, parce que on a vraiment une stack sur site web. On va utiliser PageCloud et Landen. Donc Landen parce que c'est le plus rapide à poser et c'est vraiment là où on a décidé de ne pas perdre de temps sur le site. Landen, c'est un système où tu génères un site web en 5 minutes, on va dire, je te dirais 5 minutes parce que je vais prendre large, mais vraiment 10 minutes ça peut être fait. Ensuite on a PageCloud. PageCloud pour moi c'est le stade un peu au-dessus, c'est du drag and drop avec de l'implication, enfin du embed d'application, là où tu poses un site pareil qui peut être très joli, vraiment très très utilisable et très 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 beau, franchement, même en termes de perf. Et le principe, c'est que c'est tellement simple à poser que en 4 heures, tu as un site complet. Et on n'est pas sur du Wix avec des trucs un peu compliqués, pas forcément toujours qui répondent toujours bien. Là, vraiment, PageCloud, c'est vraiment très très facile et très
je sais pas, j'ai vraiment un coup de cœur sur cet outil. Ça fait 2-3 ans que j'utilise. J'ai vraiment un coup de cœur sur cet outil. Je le recommande pleinement parce que c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, donc ça c'est super bien. Tu peux intégrer des formulaires comme tu veux. Donc là, ça va très vite. Donc ça, c'est les stacks sur les sites web. Et on a rajouté un troisième outil sur les sites. Ça va être Card avec le système de blocs et de grid. Pourquoi ? Parce que ça se rapproche de Webflow et que c'est un des outils les moins chers qui existent aussi. Ça, c'est vraiment un truc évident. C'est des outils qui est plus proche du code, qui est entre les deux, qui se rapproche de la grid CSS parce que tu as une logique qui est vraiment proche de Webflow. Et ça, c'est un truc qui nous intéresse énormément pour l'apprentissage. Parce qu'il faut savoir que les outils, on les prend sur 2 critères. Sur le côté, qu'est-ce qu'on peut faire avec, on va dire de base, jusqu'où on peut aller, et surtout, comment ils s'imbriquent avec d'autres outils, soit en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire des outils qui se complètent entre eux, soit en termes d'apprentissage, des outils qui correspondent à une logique qui peut être similaire dans d'autres outils. Mais ça, j'y reparlerai un petit peu plus loin. Donc ça va être la partie site web. Ensuite, juste sur la partie site web, parce que ce que tu disais était intéressant. C'est un truc dont on a discuté pas mal de fois, tu vois, un peu entre cette approche drag and drop et puis l'approche plus structurée grid de web ou de card, voilà, qui suit la grille CSS. Et c'est vrai que nous, par exemple, souvent, on recommande pas aux gens d'utiliser Wix parce que c'est difficile de faire des trucs qui sont jolis et il y a un peu ce piège de faire des drag and drop un peu partout. Et je me souviens quand tu m'avais dit ça, tu m'avais parlé là de Page Cloud. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était intéressant parce que il y avait quand même ce côté assez facile d'utilisation. Vraiment, pour des gens débutants, il y a ce côté un petit peu drag and drop, mais qu'ils ont réussi à bien implémenter pour quand même que le responsive soit fonctionnel. Alors je sais pas vraiment la qualité du code qui est généré derrière, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et mais je trouve ça chouette. Enfin moi je suis un fan de Card à plusieurs niveaux, mais je trouve ça bien que justement vous ayez un petit peu 3 options différentes. Une qui aille très vite comme Landen. Nous en général par exemple on recommande Weebly. Une un peu plus au milieu là comme Page Cloud. Et puis Card, quoi, qui est plus, on va dire, pédagogiquement intéressant aussi pour le côté Webflow. Voilà, le côté un petit peu apprendre le CSS et HTML, quoi, j'ai envie de dire, même si les gens s'en rendent pas forcément compte quand ils utilisent Card. Ouais, tout à fait, et surtout aussi ça va faire aussi des écarts de prix. Donc forcément les gens vont pouvoir savoir en fonction de quel stack, en fait qu'est-ce qu'ils ont vraiment imaginé au terme de prix et quels prix ils sont prêts à mettre vraiment pour continuer leur projet. Très souvent, si tu t'aperçois qu'il y a un Page Cloud qui est à 20 balles par mois, les gens bloquent. Tu t'aperçois qu'il y a vraiment peut-être une problématique de fond. Et pareil, il y a peut-être des fois des comparaisons aussi, et c'est quelque chose qu'on voudra régler à un moment. Parce que des questions qui reviennent assez souvent, c'est WordPress. Tu vois, ça c'est WordPress ou des outils, on va dire plutôt e-commerce, comme Shopify, où là pour le coup c'est des outils qui ne rentrent pas dans notre scope, nous en tant que en termes de formation. Alors Shopify beaucoup plus que WordPress pour le coup. Alors je l'explique pourquoi. WordPress en fait n'a pas une volonté à la base d'être modifiable. Ce sont les plugins qui ont rendu WordPress modifiable. Et si tu préfères, on essaye d'avoir des outils le plus no-code possible nativement. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de rester sur quelque chose où l'outil de base permet de le faire. C'est pour ça que je dis Shopify, tu vois, Shopify, l'éditeur de thème, c'est un éditeur drag and drop. Donc c'est un éditeur qui, pour moi, correspond aux normes du no-code, et donc qui correspond à vraiment un besoin. Alors que, si tu regardes bien, ce truc-là, sans Divi, par exemple, ou sans Elementor, tu ne l'as pas directement sur WordPress. C'est pour ça qu'on le met un petit peu dans un cas à part. C'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur ces 3 outils-là, parce que c'est activable rapidement. Ensuite, on parle allez, je vais parler vraiment de la stack application mobile, parce que effectivement, c'est des outils qui sont très intéressants. Aujourd'hui, on a Glide, donc Glide, la solution de rapidité et de compréhension de la base de données, mais vraiment de manière basique avec une spreadsheet Google, donc ça c'est top. Et donc moins cher aussi. Et Adalo. Alors Adalo, pareil, c'est produit, donc je pense que Lucien va pas me contredire là-dessus, ça a été un peu le produit coup de cœur de l'année fin 2019, début 2020, et ils ont beaucoup progressé. Alors il y a toujours des petites coquilles. Là, pareil, je me suis remis à bosser sur Adalo parce que moi je m'étais arrêté on va dire à la mise à jour, enfin aux dernières nouveautés en fin 2019. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est assez impressionnant. Alors, c'est une compréhension qui est un peu plus complexe que Glide. Par contre, tu peux faire des trucs vraiment, vraiment très intéressants qui se rapprochent beaucoup de la base de données à la Bubble. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon apprentissage. Le pricing, finalement, il est vraiment
peu contraignant, c'est vraiment quand tu as besoin de publier, d'être actif, que tu peux vraiment payer. Tout le reste, tu peux le faire quasiment, mais vraiment sans payer. C'est vraiment très très large. Et il y a vraiment une volonté de progresser de la part de l'outil qui est assez impressionnante, parce que effectivement, tu as toujours des fonctionnalités en plus, tu as toujours des rajouts, et surtout qui va dans le sens de la communauté. Ça, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc Adalo, produit coup de cœur. Donc voilà, qu'on développe aussi. Il y a deux autres outils qu'on est en train de regarder un peu plus près, mais qui sont entre deux pour l'instant, parce qu'on a du mal à trouver un petit peu comment l'imbriquer pédagogiquement parlant. C'est Coda, qui me fait envie depuis un moment, au niveau application web, et Funkable. Donc voilà, mais parce que là effectivement, pourquoi Funkable, tu vois, on correspond plus à des effets de grid que tu vois, pour le coup Adalo n'a pas du tout, alors que là pour le coup Glide a vraiment carrément des templates fixés. Donc là tu vois, on essaie d'imaginer un petit peu comment ça pourrait s'imbriquer, mais aujourd'hui pour l'instant on reste sur Glide et Adalo parce que c'est les plus pertinents, on va dire, à l'instant T. Donc ça c'est au niveau application mobile. Au niveau application web, je dirais, donc Webflow, je vais le considérer comme une application web, hein, même si c'est pas exactement ça. Je dirais Webflow pour le côté visuel, même si je suis pas un grand fan, je l'avoue, de Webflow. J'essaye, je progresse. D'ailleurs, je vais travailler encore là-dessus. J'ai des sessions de travail dessus. Mais effectivement, on doit reconnaître que Webflow, il y a deux choses qui sont impressionnantes. C'est la qualité des animations à l'intérieur. Ils ont vraiment quelque chose qui rend le truc dingue. Et surtout les performances SEO. Là, ça c'est incontestable. Les performances SEO de Webflow, même en termes de rapidité, sont juste impressionnantes. Et ça, du coup, ça rend le système un petit peu, enfin, c'est super tentant à utiliser, quoi. Et de l'autre côté, j'utilise, et là, je suis absolument fan de cet outil. C'est vraiment mon expertise favorite, c'est Bubble. Bubble, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le plus puissant outil no-code actuel, clairement. En termes de workflow, parce que juste pour les workflows, hein, c'est en termes on va dire, de création, de manipulation de la base de données, de systèmes intelligemment pensés, quand même, sur le côté, je dirais, quasiment un langage de la programmation visuelle. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre d'API qui grandit de jour en jour par rapport à ce que peut faire un Bubble. Et aujourd'hui, plus ça va, plus je me dis que si tu veux développer sur Bubble et aller très très loin, t'as la capacité d'être expert Bubble et t'as la capacité aussi de faire du code et d'être expert Bubble. C'est ça où je trouve ça impressionnant, c'est-à-dire que tu ne te prives pas. C'est pas parce que tu fais du code que tu ne dois pas faire du Bubble, puisque en faisant du code et en allant sur Bubble, tu peux rajouter des trucs en plus. Et ça, je trouve ça absolument fou d'être arrivé à hybrider un peu les deux milieux en rajoutant le côté API connector, par exemple, tu vois. Enfin, je regarde, Lucien, il est développeur. Non. Avant de faire du Bubble, il n'était pas développeur. Hein. D'accord, parce qu'il il avait vraiment une correspondance par rapport à ça, ou d'autres en tout cas qui sont passés du développement, j'en connais qui sont passés du développement à Bubble et qui ont vraiment une expertise tellement pointue sur le côté, sur les API, sur quand même le côté back-end qui est assez ouf. Et donc moi je milite activement pour le côté Bubble parce que effectivement aujourd'hui c'est pour moi, là où les autres outils ont des limites, qui vont être des limites de logique, qui vont être des limites et des contraintes d'outils, j'en ai quasiment pas vu sous Bubble. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si tu as un process un peu compliqué, tu as un projet un peu lourd en no-code, pour moi, c'est du Bubble direct. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Après, il y a des outils qui... sur le côté application web, j'ai vu des Bubble-like. J'ai vu Rappler, je crois, un truc comme ça. Et il y a 2-3 interfaces aussi. Je crois que j'ai Affinable aussi. Arnaud, ouais, j'ai reçu dans le podcast. J'ai testé pour l'instant, c'est un peu le côté mélange Webflow avec le côté grid CSS et un peu le côté Bubble avec le côté workflow. Et j'ai pas encore trop trouvé, on va dire, comment intégrer correctement ça sur la plateforme. C'est des trucs que je cherche à faire, mais qui demandent beaucoup de temps aussi parce que maîtriser un outil, c'est un petit peu compliqué. Un outil, d'abord, il faut quand même soi-même le maîtriser un minimum, quoi. Exactement. Même si le but, attention, hein, c'est très souvent on essaye de. J'ai plus pour mission, j'ai beaucoup plus l'objectif de maîtriser un outil pour pouvoir me concentrer sur une feature. Donc ça n'inclut pas forcément d'être expert sur l'outil. Alors pour le coup, moi quand je fais travailler des freelances là-dessus, mon but c'est de pouvoir justement voir leur expertise, mais sans forcément aller dans profondeur. Sauf dans le cas de Bubble, parce que là vraiment faut savoir que Auto est entièrement fait sous Bubble, donc forcément ça aide beaucoup. Et de l'autre côté, c'est
pour moi, le principe de tester un outil, on est aussi sur des outils et on cherche la nouveauté. Et très souvent, on va arriver sur des outils qui sont en phase de, je dirais, de jeunesse, pas de maturité. Par exemple, Adalo, il est en phase de jeunesse. Donc pour le coup, tout ce qui est à l'heure actuelle fait sur Adalo ne pourrait pas forcément être vrai en fin d'année. Mais le principe, c'est justement d'arriver à travailler sur des stacks qui sont assez rapides à maîtriser pour que les gens ne soient pas frustrés de la courbe d'apprentissage. Quand tu commences sur Bubble, quand tu veux comprendre la courbe d'apprentissage, honnêtement, faut s'accrocher. Tu vois, quand t'es pas accompagné, si t'es pas accompagné, Bubble, ça va être très long. Genre, en temps moyen, tout seul, ça fait 3 mois, 3 bons mois, quoi. Si par contre t'es accompagné, ça ira beaucoup plus vite. Mais il n'empêche que aujourd'hui, aujourd'hui, si tu préfères, quand on dit on fait un tuto, il faut que la personne qui fasse le tuto, à la fin de ce tuto, il y a un truc qui se déclenche, une compréhension, un déclic. Ça, je pense que c'est fondamental que d'avoir. C'est pareil quand on apprend le développement. De toute façon, d'avoir des petites victoires pour ne pas lâcher, quoi, parce que ce sont des outils où apprendre le métier de dev, c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est apprendre des nouvelles compétences, c'est des choses qui sont déstabilisantes parce que ça ressemble à rien de ce qu'on a auparavant. Et donc c'est vrai que c'est important. Mais c'est vrai, d'où tout l'enjeu aussi des formations, d'accompagner les gens là-dedans. Ouais, tout à fait. Sachant qu'en plus, et encore, moi je suis sur du visuel, tu vois, la programmation visuelle, toi dans le code, ça va être parfois encore plus délicat, quoi. À part à faire un Hello World, ça va être un petit peu très très ingrat de ne jamais pouvoir voir le résultat de ce que tu fais au début. Ouais, d'ailleurs, c'est un plomb, donc la formation elle dure 6 mois. Et c'est vrai que souvent les 3 premiers mois sont assez durs parce que c'est là où tu as peu de choses gratifiantes. Enfin, au début, si tu peux trouver un petit peu des choses parce que c'est un petit peu un jeu et ça va, mais en général, au milieu, là, il y a un gap où dans toutes les formations qu'on a vues, on retrouve les élèves en PLS et ils sont là, putain, mais je comprends rien. Ouais. Je suis déjà à la moitié de la formation. Dans 3 mois, je saurais rien faire, je vais pas trouver de boulot. Et c'est assez difficile, quoi. Ouais, je vois ce gap-là, ouais. Je vois bien le truc. Donc ouais, non, c'est pas évident. Et je pense qu'avec le no-code, ça c'est quelque chose pour le coup qu'on a beaucoup moins. Après, c'est une question d'outils, un petit peu de pédagogie, mais il y a quand même des victoires très rapides, des choses très satisfaisantes. Surtout si, en fait, en utilisant différents outils, quoi. Je pense que c'est utile de commencer sur Bubble. Par contre, ça peut être bien de commencer sur un autre. Ouais. Se mettre dedans, un petit peu de rentrer, et d'arriver sur Bubble avec un minimum, un petit peu de compréhension de comment fonctionne le web et un peu le no-code, quoi, on va dire au sens large. Et après rentrer dedans. Et puis après, ça va être un petit peu difficile, hein, il faut s'accrocher, mais bon, c'est comme tout. Hein. Ouais, très souvent, ce qu'on recommande d'ailleurs, c'est un peu le point qu'on présente à chaque fois. C'est alors Webflow, je le mets un petit peu enfin, allez, on a une stack, on va dire, d'applications web et mobile. Ce qu'on dit, c'est si tu veux faire de l'application web très poussée, tu fais Glide, Adalo, Bubble. Voilà. Si tu veux faire de l'application mobile, tu peux faire Glide, Adalo, Bubble, mais vraiment sur la partie vraiment spécifique, rajouter des plugins, etc. Donc Glide, Adalo peut suffire. Et par contre, tout ce qui va être création de jolis sites, tu fais du Card, Webflow. Et une fois que tu as maîtrisé un peu, pourquoi pas ces 3 stacks, quand même ça fait 6 outils, je crois, 6-7 outils, tu peux faire un combo Webflow Bubble. Ça, c'est pas mal du tout. Tu as d'autres conseils pour les gens qui veulent se lancer? Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Je dis à titre informatif parce que le temps est passé hyper vite. Pardon. Ouais, quand on prend du plaisir, c'est toujours comme ça. Alors, quand vous lancez, je dirais... Alors, tu veux des conseils... Alors, je vais donner des conseils généralistes et avec les outils, d'accord? Comme ça, au moins, tu as les 3. Je dirais de base... Ah, attends 2 secondes. Est-ce que tu peux mettre pause 2 secondes? Je vais déposer l'enfant à ma femme. Ouais, ça marche. À tout de suite. Ok, on reprend. Alors donc oui, donc je te demandais quelques conseils pour les gens qui lancent leur startup ou leur projet. Alors je vais lancer juste un petit peu les conseils. Donc il va y avoir un petit peu du bateau et je vais essayer de vous apporter quand même un truc un peu plus spécifique. Déjà de base, pour toute personne qui se lance, donc ça vaut pour vraiment aller dans le côté no code, c'est que finalement ça sert à rien d'investir dans le marketing s'il n'y a pas de produit derrière, s'il n'y a pas un produit qui marche un minimum. Le côté, on a une landing page avec un simple formulaire. Aujourd'hui, ça montre ses limites. Donc, si tu veux te lancer sur quelque chose, il faut que tu aies quelque chose à montrer derrière. Et très souvent, c'est sur cette chose que tu vas montrer que tout va se concentrer. C'est-à-dire que c'est là que tu vas pouvoir montrer que tu as de la valeur, que tu as quelque chose que tu peux apporter. Donc, faire du contenu, c'est super bien. Avoir un site web, c'est super bien. Parler, pitcher, c'est super bien. Mais rien ne remplace ce que tu vas pouvoir montrer. Franchement.
Donc, dès que tu as une idée, dès que tu as un concept, dès que tu as quelque chose une mécanique, il faut que tu la poses, il faut que tu l'établisses, il faut que tu la fasses utiliser à des gens et que tu aies leur retour. C'est vraiment la seule chose qui marche vraiment et qui te permet d'évoluer correctement. Une autre chose, c'est ça sert à rien de se baser sur tes concurrents si c'est la chose qui te fait ralentir. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as la même idée que quelqu'un d'autre que vous allez faire de la même manière, donc ça sert à rien de se calmer en disant, comme j'entends très souvent, oui, mais ça a déjà été fait, ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Voilà, le but c'est juste d'avancer, de tracer sur quelque chose parce que les produits, c'est pas le produit dans le fond, enfin, c'est la façon dont le produit va proposer la solution que là, ça va être vraiment, vraiment intéressant. C'est comme ça que Instagram marche alors que 15 000 applications qui faisaient Instagram like ont foiré, etc. Un autre point aussi, il faut se concentrer sur le fait que les utilisateurs vont payer sur une feature particulière. Et je parle bien des utilisateurs qui payent, pas des utilisateurs qui s'inscrivent. S'inscrire, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Payer, c'est différent. Ça veut dire qu'il y a un désir d'utiliser la fonctionnalité. Et ça, c'est très particulier, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui apporte 80% de la valeur de ton produit. C'est un peu les 80-20. Ça va être, c'est 20% de ton produit qui va apporter 80% de ta valeur. Et ben, il faut trouver justement le niveau qui va apporter toute cette valeur-là. Aussi, je dirais aussi, et ça c'est une réflexion que j'ai souvent par rapport à du no-code, il faut pas penser au scale. Ne pensez pas au scale au début. Tu penses automatisation, tu penses scale quand tu commences à avoir du chiffre, quand tu commences à avoir une récurrence, quand tu commences à avoir des tâches qui sont maîtrisées, qui demandent justement, qui ne rapportent plus de valeur. Mais au début, penser au scale, c'est la meilleure façon de se planter parce que c'est mettre des coûts qui sont bien plus au-dessus. Très souvent, par exemple, c'est les mecs qui vont te dire je fais pas de no-code parce que je sais que ça tiendra pas au nombre d'utilisateurs que j'aurai. Bah, t'as pas d'utilisateurs, donc voilà, faut arrêter là cette phrase-là. Donc vraiment, vraiment, arrêtez de penser au scale. Sur le même principe, ça ne sert à rien de recruter des devs si toi-même tu n'as aucune compétence en dev. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu risques de te planter, quoi. Mais en fait, comment tu vas parler à quelqu'un qui est censé réaliser ton produit si tu ne sais même pas parler sa langue? C'est pas à lui de te traduire. Au bout d'un moment, il y a des métiers qui sont spécifiques pour ça. Le métier de chef de projet, par exemple, qui est censé traduire les éléments. C'est prendre un dev, même un étudiant, même un stagiaire, tu vois, ça aussi, je le vois, c'est des stagiaires Epitech. Je te prends les stagiaires Epitech parce que justement, je vais pouvoir les gérer. C'est faux. On ne peut pas gérer un développeur quand on n'y connaît rien. Ça ne marche pas. Je suis tout à fait d'accord et j'ajouterais un point, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que le no-code, par contre, peut aider là-dedans, justement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien au développement, mais qui s'y connaît en no-code, peut parler avec des développeurs. Mais surtout peut montrer à des développeurs. Et peut montrer ce qu'il veut. Un prototype en no-code, ou même un produit en no-code, c'est le meilleur cahier des charges. Ça, on insiste jamais assez là-dessus. Ouais. Les cahiers des charges, il faut arrêter. De toute façon, personne ne les lit. Par contre, faire son prototype, ça permet de comprendre ce qu'on veut essayer et ensuite de faire à des développeurs, quoi. C'est ça. Et de toute façon, l'usage, c'est toujours mieux que des mots. C'est simple, c'est toujours mieux que des mots. Si vous devez forcément faire un cahier des charges, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est des user stories. C'est des cas concrets d'utilisation. C'est la seule chose qui pourrait être au moins compréhensible à minima par un potentiel développeur. Sur le même principe, un truc très important, j'appelle ça le full stack brain, c'est on ne demande pas d'être expert sur tout, mais au moins de tout comprendre. Respecter le métier de quelqu'un en sachant de quoi tu parles, je pense que c'est le minimum du respect à avoir. C'est comme si tu allais chez ton boulanger et que tu lui demandais 2 steaks. Tu vois, ça marche pas. Il va te dire, je fais du pain, c'est logique. Ben, c'est comme si tu allais voir un développeur et que tu lui dises, est-ce que tu es full stack? Voilà, c'est exactement ce genre de truc. Full stack, pourquoi? Pour quel langage? Pourquoi faire? Ça ne veut rien dire. Et en fait, les gens utilisent des buzzwords parce que c'est joli, mais sauf qu'ils ne comprennent pas le sens. Et du coup, en fait, ils se font balader, si ce n'est pire. Et très souvent, sur la tête, en fait, tous les développeurs le savent. En fait, il y a écrit pigeon à un moment. Et à ce moment-là, soit t'en profites pas parce que t'es honnête, soit t'en profites parce que t'es malin. Et très souvent, ça arrive que tu sois le 10e client qui vienne avec des idées parfois un petit peu limites, mais que tu forces un petit peu et que là, le mec te dit oui et qu'il te prend un maximum d'argent parce que 20K pour faire une petite application de rencontre, bah finalement, c'est facile, quoi. Donc, tu sais, t'as tous un truc là. Donc, à part respect, essayer de comprendre au moins le métier de l'autre. Et enfin, je dirais survivre à la bataille. Donc ça va être vraiment le côté théorique. C'est survivre à l'abattage. Ça consiste à s'accrocher longtemps, mais avec des vrais métriques. Pas penser qu'on va réussir forcément, mais s'accrocher sur quelque chose. Mais surtout pas avoir l'ego de se dire que notre produit est le meilleur, mais avoir l'ego de se dire qu'on a un fond de pensée, un projet qui peut être viable
parce que c'est finalement c'est ce fond-là qui va te permettre de tenir. À la limite, c'est ton why, c'est ton pourquoi. Par contre, effectivement, ne pas avoir d'ego sur la forme que ça prendra. Que ce soit une application, que ce soit un service en ligne, que ce soit un service par téléphone, que ce soit un truc vraiment très basique. Vraiment, il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour démarrer. Et très souvent, les gens s'accrochent beaucoup au produit, mais très souvent, c'est le service qui est derrière qui est le plus important. Et c'est ça que le no-code met aussi en avant, c'est que tout ce que tu dois faire, si je résume Uber, c'est un système pour prendre un taxi en un clic. Peu importe la forme que ça prend, ça pourrait être très compliqué comme très simple, ça pourrait être un simple système de texto qui s'envoie avec une réponse automatique qui est faite, ça pourrait aussi fonctionner comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs ne vont pas s'accrocher à la technique, ils vont s'accrocher au service rendu et au plaisir de service rendu, de comment c'est fait. Donc vraiment, pour le no-code, il faut aller là-dessus. Donc maintenant, on va passer à la partie pratique. Qu'est-ce que tu utilises pour démarrer ? Pour moi, je dirais vraiment, on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, pour démarrer en no-code, c'est Glide d'abord, Adalo ensuite. Tu commences par ça, c'est très très bien, c'est largement suffisant pour pas mal de cas. Et une fois que Glide, donc Adalo a montré ses limites, là par exemple tu peux passer à du Bubble ou du Webflow, mais pas pour les mêmes usages. Webflow parce que vraiment tu as envie de créer un site de fou, vraiment très très beau, tu as envie de te chauffer un petit peu, et tu peux passer par Card, à la limite une stack entre les deux. Si par contre tu es vraiment très très chaud et tu as un produit complexe comme une grosse marketplace, des applications web un peu complexes comme du suivi d'activités physiques par exemple, ou du calendrier, du booking, etc., tu peux directement passer par Bubble. La seule chose que je te recommande de faire sur Bubble quand tu commences, c'est d'aller sur AutoTools, Autopromo. Non, mais t'as raison. Voilà, en fait, on s'est vraiment fait chier, je vais le dire comme ça, à faire de la formation pédagogique pour te faire découvrir les outils et découvrir cette logique-là qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Et je suis d'accord, quand tu viens pas de là, c'est pas confortable du tout, parce que c'est une logique de base de données. Mais par contre, une fois que tu as compris ça, et tu vas le comprendre en partie avec Adalo, ça va aller très très vite. C'est juste que c'est pas du tout ce qu'on est habitué à penser sur le côté base de données, c'est pas du tout les trucs que t'attends, et surtout il faut que tu t'obstines. Voilà, si je peux donner un conseil, c'est vraiment des technos comme ça. La courbe d'apprentissage elle est ingrate, mais une fois que tu maîtrises, c'est que du plaisir, quoi. Ok, super, merci pour tous ces conseils, je pense que ça va pas mal servir, je trouve beaucoup de choses très intéressantes. Pour terminer, j'ai 2-3 petites questions. Déjà, savoir juste un petit peu c'est quoi vos next steps. Là, c'est quoi les prochaines choses que vous allez faire avec Auto, un petit peu les projets, les tiens et ceux d'Auto, quoi. Alors, on a déployé l'agence là tout récemment. Donc, le but, c'est par rapport au paysage global, on a eu beaucoup de demandes sur des petits produits, des mini-produits. Donc, des mini-produits, je considère que c'est en dessous de 9K. 9000 euros, hein, pardon. Et le principe, c'est on est vraiment sur du développement de MVP en 1 à 2 semaines. Donc, on travaille sur Glide, Adalo, Webflow, Bubble, des automatisations vraiment un peu plus lourdes. Le principe, c'est quoi ? C'est tu es une entreprise, tu as envie de maîtriser ton produit, mais tu n'as pas le temps de le développer en intégralité. On fait du côté agence, et donc ça, c'est sur le côté agence no-code. Et à côté, on propose aussi de l'accompagnement au développement. Donc là, c'est vraiment, donc toi, tu es full production avec nous, c'est-à-dire que tu vas nous donner ton cahier des charges, on va faire développer ensemble quelque chose sur du côté no-code. Soit on fait de l'accompagnement au développement, c'est-à-dire que tu as des briques particulières d'apprentissage à obtenir, on construit ton parcours et grâce à ça, on t'aide à développer ton système. C'est-à-dire c'est toi qui le développe, on t'aide, on te corrige, on t'apporte du soutien. Et le principe, c'est que chaque acquis que tu as sur ton application, c'est un apprentissage pour du no-code en général. Par exemple, du Bubble, tu vois, à partir de ton application, on travaille comme ça. Ça, c'est vraiment la grosse step, c'est vraiment travailler sur le côté agence développement et parcours pédagogique pour l'accompagnement au développement. Ensuite, on réfléchit beaucoup à tout ce qui est à la limite développer de plus en plus des formations, par exemple outils style Bubble. Et là, c'est vraiment un truc où je vois là la masterclass Bubble qui s'est lancée. C'est un truc sur lequel on est en discussion et qu'on a vraiment envie de faire, c'est-à-dire proposer une masterclass Bubble, proposer une masterclass, je sais pas moi, Adalo, et de proposer vraiment des projets de fond derrière à faire et d'évoluer comme ça sur du en ligne. Mais moi, j'aimerais bien aussi sur du physique. Ce serait vraiment de dire, voilà, un peu comme qu'on a fait avec la Spartan Week, mais vraiment adapté à un outil. C'est-à-dire que on se dit une startup, hop, t'as 10 startups, hop, que sur du Bubble. Mais par contre, full Bubble, tu vois, le but, c'est vraiment pas d'être sur du multi-outil parce que le but, c'est vraiment de rester focus là-dessus et vraiment d'aller sur je sais pas combien de temps on se donne, mais le but, c'est de développer quelque chose. Après, ce serait plus du truc intensif parce que j'aime bien l'intensif. Je t'avouerai que je suis chaud de faire une semaine complète Bubble, pourquoi pas. Je pense que ça s'y prête. Hein. Ouais.
Justement, c'est en une semaine, les gens peuvent sortir leurs produits et avoir beaucoup appris, quoi. C'est ça, mais je pense, et de toute façon, on compte beaucoup sur aussi l'élan que les technologies no-code vont avoir d'ici, enfin, voilà, on en parle souvent, mais 2020, 2021, c'était vraiment le temps du no-code. Et le temps du Covid, par définition, pas de bol. Mais non, c'était vraiment, pour moi, il y a vraiment un truc qui va se passer. Et surtout, tu t'aperçois aussi que les gens ont envie de ça. Encore plus par le confinement, mais les gens ont envie de développer des trucs par eux-mêmes. Je pense que les gens ont envie d'apprendre des choses, ont envie de s'approprier les outils pour produire des choses, les mettre en ligne, etc. Et c'est le no-code, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne convergence. On en parlait un petit peu là justement avant de commencer à enregistrer. Je trouve que c'était intéressant ce que tu disais. C'est vrai que finalement cette situation avec le virus, etc., a permis de mettre en avant plein d'outils no-code, parce qu'il y a plein de gens qui s'en sont saisis pour créer pour proposer des solutions aux problématiques du virus, aux problématiques des commerçants, aux problématiques du suivi de symptômes, etc. Et des gens qui n'avaient jamais fait de développement auparavant, des médecins, des commerçants. Et ce qui est intéressant, alors là, c'est une analyse personnelle, c'est que je me suis demandé à un moment si le fait de se dire, tu sais, ça remet un peu en cause aussi quels sont les métiers réellement utiles. Je me demande si dans le lot, t'as pas eu des personnes qui se sont dit, est-ce que ce serait pas le moment de remettre en cause ce que je m'ai fait dans ma vie et que j'aurais vraiment plutôt envie de proposer quelque chose d'intéressant parce que j'en ai envie moi-même. Et ça, je me demande si la période de confinement, ça n'avait pas été propice aussi à de grandes réflexions. Je pense que on s'est tous pris la tête sur des réflexions personnelles en mode qu'est-ce que je fais en ce moment, tu sais, faire le point un peu. Ouais, c'est intéressant, j'y avais pas pensé. Je pense que c'est vrai. Après, je pense que ça, globalement, ce que tu dis là, c'est quand même quelque chose qui a été initié déjà il y a quelques années. Oui. Enfin, on le voyait par exemple à Simplon, il y avait beaucoup de gens en reconversion. C'est vrai que nous, on voit dans nos événements no-code, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui cherchent une voie de sortie, je sais pas, des gens qui font du marketing, qui trouvent plus aucun sens à ce qu'ils essayent de vendre toute la journée. Moi, j'en ai croisé pas mal, ou aussi dans ma vie d'ailleurs, quoi. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est un peu global depuis quelques années, mais le fait d'avoir plus de temps pour penser, à mon avis, forcément va dans ce genre de direction, quoi. À mon avis, hein. Mais surtout que, au final, très souvent, les gens, on va dire, t'as tendance avec le boulot à mettre ta vie entre parenthèses une fois que tu sors du boulot. Et tu sais, alors que la vie d'entrepreneur, enfin, toi, tu le vois tous les jours, c'est quelque chose qui ne te lâche pas. Tu peux arriver à des heures impossibles parce que tu as envie, c'est vraiment un plaisir. Et je me dis, et je le dis quand on me pose la question, oui, c'est dur. Et j'ai dépeint un portrait un peu dur de l'entrepreneur. Par contre, j'ai jamais pris autant de plaisir à travailler et à faire ce que je voulais à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et ça, c'est un truc qui est un peu particulier à comprendre quand tu ne développes pas ton propre produit, mais quand tu aimes ce que tu fais, à aucun moment ça devient une corvée. Ça peut être du stress, ça peut être du rush, mais j'adore ça. Voilà, j'adore ça, je vais le dire clairement. Et de l'autre côté, t'as des gens qui avec le temps, on va dire par rapport au fait de se remettre en question aussi, se sont dit, est-ce que mon boulot, j'ai encore envie de faire ça longtemps ? Et est-ce que j'ai le temps pour former autre chose ? Et très souvent, l'excuse, c'est j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps ou quoi. Bah là, en fait, toutes les excuses ont pété parce que les gens, je pense, même s'emmerdent en ce moment. Faut le dire ce qui est. Une fois que t'as fait du Netflix, une fois que t'as fait beaucoup de choses. Et surtout que les gens se sont dit aussi, est-ce qu'il y aura un nouveau monde ? Enfin, il va y avoir un nouveau monde. On va pas se mentir, là, ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'il y aura un avant et un après. Et je pense que l'après va remettre aussi beaucoup de choses en place dans ce qu'on veut réellement faire pour soi. On va le voir dans les semaines, les mois, les années qui viennent, mais on est d'accord qu'il y a des choses qui ne seront plus comme avant, et je pense qu'effectivement les gens s'y préparent aussi en se formant et en essayant de faire des nouvelles choses. Ouais. Bah écoute, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. On a évoqué plein de choses, un petit peu tout ce dont je voulais qu'on parle ensemble. Ouais. Ma dernière question, c'est celle qu'on pose dans tous les épisodes à tous les invités, c'est de savoir si tu avais un side project à faire avec des outils no-code, qu'est-ce que ça serait ? Quel serait le side project ou quel serait l'outil ? Non, le side project. Et l'outil, du coup, que tu utiliserais pour faire ce side project. Bon, bah, l'outil en question serait forcément Bubble. Je ne cache pas. Si j'avais vraiment un side project... Non, mais en fait, la dernière chose que j'étais en train de faire, et je l'ai fait sur Adalo, je l'ai juste pas fini, c'est ça mon véritable problème, c'est que j'ai fait une application de solidarité entre voisins. Et je sais pas pourquoi, je suis parti en fait, j'ai commencé avec un truc simple, je suis parti en couille ensuite. Et je crois que j'en suis à 20 écrans.
Et en fait, j'ai 12 entrées, c'est genre t'es en solidarité voisin, c'est-à-dire que dans mon immeuble, si tu préfères, il y a des personnes qui ont mis des étiquettes sur les murs pour se mettre un petit papier, genre en mode si vous pouvez pas sortir de chez vous, on peut faire les courses pour vous. Et genre on les pose dans le hall et les gens les récupèrent. Et en fait, il y a un papier, sauf que le papier, il est plus assez grand parce que tout le monde met sa signature, enfin tout le monde propose des choses. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une application où géolocalise, enfin dans le même immeuble, tu peux proposer soit qu'on t'apporte un panier, soit que tu demandes un panier. Enfin, soit tu demandes un panier, soit tu livres un panier. Et dans ces cas-là, le système de paiement, et là, tu sais, j'ai commencé à réfléchir, et là, j'ai commencé à partir trop loin, ce serait le ticket de caisse que tu prends en photo, d'accord, pour valider le paiement. Ouais. Et tu vois, là, j'ai commencé à réfléchir à des trucs comme ça, et j'ai commencé à le faire. Et après, bon, je voulais le faire en tuto, donc j'ai pas forcément tout fini comme je voulais ou quoi, mais je me suis bien régalé. Je pense que ça va être disponible dans pas si longtemps que ça. Et en fait, je me suis dit au début, je vais le faire en tuto uniquement. Et là, je me tâte de plus en plus. Et là, tu m'as un peu convaincu avec le côté prends le truc pro avec API, parce que j'aimerais bien savoir si on peut aller encore plus loin et si on peut carrément faire, je sais pas moi, imaginer vraiment un truc qui soit viable pour carrément sortir une application gratuite, mais une vraie application WPA pour proposer aux personnes de mon immeuble, par exemple. Ok, cool. Bon, bah super. Voilà. Une bonne idée. Ok, et écoute, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, toi et Otto? Vous pouvez me retrouver alors sur le site auto.tools. Donc notre URL est particulière, mais c'est auto.tools. Et donc vous allez accéder par là, vous aurez accès à la plateforme. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, AutoTools, tout simplement. O de THO plus loin Tools, TOOLS. Sur YouTube, notamment sur YouTube, on a une chaîne où il y a pas mal de contenu et vous pouvez aller voir. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui démarrent et on est très content de ça sur le no-code grâce à notre chaîne YouTube, donc faites-vous plaisir. Et aussi sur Twitter où on tweet pas mal sur les états, sur les différentes avancées d'Auto. Et là pour le coup c'est Tools Auto, donc là c'est l'inverse, c'est TOOLS O de THO. Voilà. Ok, parfait, super, merci beaucoup. Merci à toi Alex. Pour c'était un plaisir. Ces infos. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser bientôt quand on pourra enfin sortir de chez nous, quoi. D'ici la fin du confinement, 2021-2022. Enfin, je veux dire, on n'est pas pressé, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, on a pris l'habitude. De toute façon, on se parle à distance et puis voilà, quoi. Voilà. Après, il faudrait que tu achètes un Oculus. Comme ça, on pourrait faire des réunions virtuelles, mais directement en réalité virtuelle. Ouais. Ça, j'avoue que mon côté un peu cyberpunk, je fantasme un peu sur ce genre de choses quand même. Ouais, mais tu sais que ça marche vraiment. J'en ai un. Enfin, j'en ai plusieurs même de différents trucs parce que j'ai adoré ce truc-là. Et non, vraiment, Facebook a investi dans l'Oculus et c'est pas pour rien. Et c'est en train d'arriver. Mais c'est disponible leur truc parce que j'avais vu les images. Ok, mais donc tu peux l'utiliser par exemple si t'as un Oculus. Alors en bêta, je sais pas parce que moi j'ai pas accès à la bêta privée. Mais par contre, ils ont fait un truc, ils ont fait d'autres applications entre temps. T'as des trucs comme VRChat qui existent vraiment et t'as un petit personnage. Il y a des trucs où c'est bête, mais il y a Big View, je crois. Et en fait, tu peux regarder des films à plusieurs dans des chat rooms sur Oculus, c'est-à-dire que tu te cales pour regarder une série, bon c'est tout américain, t'as des pubs comme une vraie télé ou quoi, sauf que t'as des gens à côté qui te parlent, qui sont totalement américains, qui ont un avatar, et tu interagis comme ça. Tu peux faire des dessins, non mais je te jure, c'est du délire, tu peux pas comprendre quand tu l'as pas, mais s'il y a un truc à faire, bon Amazon maintenant tu peux plus commander sur Amazon, mais tu commandes un Oculus, ça coûte 400 balles, et c'est un kiff. Oculus Quest. Le Quest, ouais, c'est ça, ouais. J'avais hésité, j'avoue que... N'hésite pas, n'hésite pas. Moi je prends un Adalo à 50 €, tu peux prendre un Quest à 400 €. Ok, bon écoute, et tu m'ajoutes, on se fera des petites games, tu m'ajoutes. Ok, avec plaisir. Parfait. Bon, merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir Alex. À bientôt. Salut.